chaleureusement Frédéric Lenné, Cyril Bonjean, Pierre Guyard, Thomas Caillé et Romain Duris. Vous êtes donc responsable MFX, donc en gros c'est les maquillages et effets spéciaux du film. Voilà, exactement. Cyril Bonjean, donc vous êtes responsable VFX, donc c'est plutôt tout ce qui est effet visuel du film, pour le dire simplement. Exactement. Et donc Thomas Caillé, réalisateur, Romain Duris, acteur, et Pierre Guyard, producteur. Donc des micros vont circuler dans la salle, vous allez pouvoir leur poser des questions. Mais je vais commencer avec une question toute simple, une question traditionnelle, sur la genèse du projet. Voilà, comment est né ce film, Le règne animal? Merci pour cette question. Merci à vous d'être resté dans cette belle salle du Forum des images. Alors, comment est né le projet? Le projet, en fait, est né un peu la suite d'une rencontre, en fait, avec celle qui est devenue ma co-scénariste sur le film, qui s'appelle Pauline Munier, et que j'ai rencontrée totalement par hasard en remplaçant un jury dans une école de cinéma, dans l'occurrence mon ancienne école de cinéma qui s'appelle la FEMIS, et dans laquelle elle était en train de finir ses études en tant que scénariste. Et elle avait écrit un scénario dans lequel des personnages se transformaient en animaux. Voilà, moi l'idée m'a séduit tout de suite, c'était assez différent de la façon dont ça se passe dans le film, y compris voilà, au niveau de l'histoire, etc. Mais en tout cas, il y avait cette idée à la base, donc on en a parlé ensemble après le jury, qui était un moment un peu bizarre, parce que du coup, j'arrivais pas à lui faire des compliments, et tout le monde me regardait de manière un peu étrange, en me demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une proposition, voilà. Et donc je l'ai rappelé après, et je lui ai dit, voilà, si vous voulez faire un film avec ça, moi j'aimerais bien vous aider, si vous voulez pas en faire un, moi je veux bien en faire un, et dans ce cas-là, écrivons-le ensemble. Et donc on s'en est suivi une période de 2 ans d'écriture, où on a cherché une histoire, des personnages, tout ça, et voilà. Alors la parole est à vous, il y a des micros qui circulent, est-ce qu'il y a des premières questions? Puis profitez-en aussi pour poser des questions sur la fabrication, parce que je crois que c'est une des premières fois pour le club qu'on a des responsables des effets spéciaux, donc c'est une bonne occasion de savoir comment on fabrique, et je pense qu'on a envie de savoir un petit peu les secrets. Alors il y a une question là-bas, à droite derrière. Bonsoir, du coup merci beaucoup pour le film, c'était vraiment top. Du coup j'avais une question pour Thomas le réalisateur, c'est que dans un scénario comme ça, comment vous allez travailler avec vos comédiens? C'était quoi les indications que vous avez données pour la transformation d'animal du début jusqu'à la fin? Vous voulez dire sur le plateau? Ouais, sur le plateau. Parce que sur le plateau, en fait, c'est vraiment la partie, on va dire, immergée, ou submergée par la partie du haut de l'iceberg, celle qui n'est pas dans l'eau. Avant ça, il y a pas mal de travail quoi, avec les comédiens pour justement essayer de comprendre comment on va faire. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une période où on s'est demandé si on allait pouvoir demander ça à des comédiens, quand on s'est dit que ça allait vraiment être le cœur du film, de filmer des acteurs avant tout, de filmer des corps, etc. On a déjà intégré cette problématique-là au casting, c'est-à-dire choisi des gens qui avaient quelque chose qui avait à voir avec ce qu'on raconte. Par exemple, Émile, Paul, il a un truc je ne vais pas dire qu'il a un truc animal, c'est un peu idiot de dire ça, il a un truc sauvage, en tout cas il a un truc indompté. Et on voyait bien qu'à des moments dans le casting, ça sortait, quoi. Donc c'était déjà présent. Et ensuite, il a travaillé, Paul par exemple, pendant des mois, avec une chorégraphe pour essayer d'explorer autre chose que sa façon humaine de se déplacer, d'interagir, d'aller à la rencontre d'un événement ou de quelqu'un. Donc ça passait par des petits exercices, parfois des choses toutes petites, hein, comment regarder, comment utiliser autre chose que la vue pour aller à la rencontre d'une autre personne, comment utiliser ses bras autant que ses jambes pour se déplacer. Donc il y a eu toute une phase d'exploration, il y a une phase d'imitation aussi, de recherche et d'observation des animaux.
Et ensuite cette phase-là d'exploration qui englobe le physique, mais aussi le langage, puisque c'est assez central dans le film. Il y a aussi un personnage qui perd le langage en direct, en tout cas dans l'histoire. Donc, en tout cas, il perd le langage, il transforme son mode de communication. Donc, tout ça, on a dû l'explorer aussi. Donc, pour Paul, en l'occurrence, ça a été développer toute une gamme de sons un peu différents, de grognements, de halètements, travailler la question de la respiration, puisqu'elle impacte sa façon de se déplacer, de comment il gère ses épaules, voilà. Donc, et ça, c'est très en amont du tournage, c'est 6 mois avant le tournage, et quand on arrive sur le tournage, il y a toute une palette. Et donc là, tout ce qui reste à faire, c'est de chercher, c'est de jouer avec les curseurs, quoi. C'est-à-dire, ok, plus, moins, est-ce que ça doit être visible, est-ce qu'à ce moment-là, dans cette scène, tu le caches, est-ce qu'à ce moment-là, ça se trahit. Tout le jeu avec son chien aussi, est-ce que tu es en avance sur le chien, en retard sur le chien, parce que lui-même, étant voilà, plus animal de fait que Paul Kircher, il faut qu'on gère, il servait un petit peu d'étalon dans cette transformation. À quel moment Paul est plus sauvage ou moins sauvage que son chien. Et donc voilà, il y a ça s'est déroulé pendant tout le tournage comme ça, avec évidemment la script qui a un œil vigilant là-dessus pour savoir si on va pas trop loin, si la mutation à ce stade-là du film, quand on raconte la scène 12, est-ce qu'on ne doit pas on doit pas s'avancer trop. Donc voilà, c'était des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que l'essentiel du boulot, il n'était pas sur le tournage, il s'est fait en amont. Une mention spéciale à Albert le chien, qui est super. Il est super. Albert est formidable. Je crois qu'il y a une question là. Vous pouvez le retrouver dans toute bonne publicité Royal Canin. Alors bonsoir. Déjà pour dire que j'ai beaucoup aimé le film et des très belles performances notamment de Romain et de Paul. Ce qui m'intéressait, c'était le choix pour la relation entre père et fils. Si ce choix a été fait dès le départ, ou si vous avez envisagé une autre alternative. Et voilà, si c'était naturel pour vous, Romain, d'avoir Monsieur Duris, d'avoir envisagé cette... Je t'avais dit au forum des images, c'est Monsieur Duris. C'est autre chose, hein, c'est pas les mêmes avant-premières. Si c'était naturel cette relation avec Paul, je ne sais pas si vous êtes père d'un fils ou si vous êtes, je sais pas, inspiré d'une autre performance. Alors, du coup, je réponds sur la première partie de la question. C'est vrai que je me suis posé la question au début au scénario, est-ce que ça serait... Alors le père, je savais que ça serait un papa, parce que moi je venais, en tout cas je l'ai écrit en étant jeune père, ce film, donc je m'identifiais beaucoup à François, donc j'ai essayé de suivre ça, c'est le premier instinct. Après sur l'enfant, je me suis posé la question, est-ce que ça serait un garçon ou une fille, puis ça me semblait intéressant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de films qui se développaient avec des héros féminins, je trouvais que c'était intéressant aussi de travailler la question de figures masculines différentes, de poser cette question-là, c'est quoi se réinventer en tant qu'homme aussi, ça veut dire quoi devenir parce qu'il y a cette question du devenir pour Émile, il passe d'un âge adolescent au début de l'âge adulte, qu'est-ce que ça veut dire se questionner sur la masculinité en étant dans autre chose que la virilité par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'animalité, si c'est aussi de la fragilité, c'est pas simplement ce que le cinéma en fait d'habitude, c'est-à-dire de la puissance et de l'agressivité, ça devient aussi autre chose. Donc ça m'intéressait que ce soit un garçon. Voilà. Monsieur Duris. Non, moi j'ai essayé de ramener de l'amour, j'ai essayé d'être disponible au maximum en fait. Et avec Paul, j'ai essayé de le rencontrer peut-être plus comme un ami en fait, assez tôt, dès le début du tournage. Mais c'était pas calculé de développer avec lui une relation à côté, ça s'est fait naturellement en fait. Dès qu'il n'y avait pas la caméra, on passait du temps ensemble. Et ensuite, je dois dire que c'était assez simple de répartir les rôles, quoi. Moi d'être le père, lui le fils. Une fois que nous, on avait notre rapport, notre liaison, et puis notre kiff en fait d'être dans cette région, de profiter de la nature, c'était facile, je veux dire, d'un coup de lui dire de pas manger les chips. C'était pas... Je me suis jamais... Non, mais je pense qu'en plus, ça aurait pu être dangereux pour le film de se dire attention, je vais être ton père, donc il faut que tu me parles comme ça, rappelle-toi que je suis ton père. C'était pas du tout ça. Moi, j'ai eu accès à lui en tant qu'ami, et voilà, et on a pris du plaisir en fait. Et après, je sais pas comment... Après c'est un pari de casting aussi, hein. C'est Thomas qui choisit des personnages, mais l'émotion, elle est venue très rapidement, quoi. Très très tôt. Genre, je pense les premiers jours de tournage, déjà, on avait les larmes aux yeux, de par ce qu'on avait à jouer aussi. C'est pas des relations gratuites ce qui se passe, enfin, c'est pas léger.
Mais on n'a pas eu à pousser. Jamais je me suis dit merde, je suis à sec. Ce gamin, il m'a fait pleurer très tôt. Voilà, monsieur Duris. Alors, d'autres questions au milieu là-bas. Bonjour. J'aurais une question pour Monsieur Duris et le producteur. C'est le deuxième film de genre dans lequel on vous voit en France avec Dans la brume. Et pareil, pour Nord-Ouest, j'ai l'impression que vous produisez de plus en plus de films de genre par rapport à avant. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer? Ou est-ce que c'est juste que ça se fait naturellement maintenant, ou est-ce que c'est plus dans une tendance globale, vous pensez? Alors, écoute, moi, j'ai vraiment pas abordé ce film-là forcément comme un film de genre, c'est étonnant. Je pense que dans ce film, il y a une dimension intime et spectaculaire. Moi, j'y suis rentré vraiment par l'intime, comme j'ai dit avant, avec la relation avec Paul, avec les sentiments, l'amour, la détresse, la recherche de sa maman, avec des notions finalement presque comme un film beaucoup plus concret, naturel en fait. Alors que le projet que tu as cité Dans la brume, clairement le côté fantastique, il était sur le papier et direct quand on mettait les pieds dans le film, on savait qu'on faisait un film fantastique, quoi. La fumée, elle tuait les gens, on avait conscience qu'il y avait une catastrophe naturelle et que la vie avait complètement changé. Là, finalement, la présence des créatures et du monde qui se transforme est assez progressive et assez parfois suggérée, etc. Mais j'ai l'impression que ce qu'on mettait en premier, c'était vraiment les rapports humains, quoi, l'amour, le père qui regarde un fils qui se transforme et qui devient en fait un adulte, quoi. L'image un peu universelle de ce rapport-là. Et pas du tout, je veux dire, c'était pas biaisé par le fait qu'on pouvait être dans un film de genre ou fantastique. C'était vraiment traité comme un film plus naturaliste. Voilà, après les projets fantastiques, vas-y. Non, vous avez raison, il y en a de plus en plus des films de genre, mais bon, déjà, j'aime pas trop contredire Monsieur Duris, donc je vais être complètement d'accord avec lui sur cette idée que personne n'a pris le film par le biais du film de genre au départ. Ce qui comptait pour nous, et dès que Thomas est arrivé avec ses premières idées avec Pauline, c'était quand même vraiment de parler de la relation d'un père et d'un fils, c'était de parler du rapport à la différence, du rapport à l'autre, du rapport à la nature, du rapport à un monde qui change. C'est là-dessus qu'on a travaillé au départ. Ensuite, on est d'une génération avec Thomas et on s'est rencontrés aussi là-dessus sur l'idée que le cinéma d'auteur pouvait être spectaculaire. Alors c'est difficile à faire en France, ça se fait pas toujours, il y en a d'autres qui le font ceci dit, hein, mais on a toujours eu cette envie d'essayer de partager des idées qui sont celles de Thomas, donc des films très personnels avec des spectacles peut-être plus grandioses. Donc là il se trouve que c'est le genre fantastique, ça aurait pu en être un autre je pense, plus comme un chemin en fait pour amener le spectateur, pour nous aussi amener le travail et le plaisir qu'on a à faire ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire avec Fred, avec Cyril et avec toute l'équipe qui nous a accompagnés, d'essayer d'inventer des choses, quoi. Donc c'est vrai que là le genre il se prête bien à ça parce que techniquement, intellectuellement, cinématographiquement ça pose plein de questions, mais on s'est jamais dit faisons un film de genre, ça s'est jamais présenté comme ça. Après, pour répondre à la question plus globalement, moi je pourrais pas le faire, il faudrait demander à Allociné ou à des gens qui ont une vision plus méta. Je pense que ça intéresse de plus en plus de jeunes réalisatrices et réalisateurs de prendre des chemins formels un peu différents, donc ça c'est vraiment génial parce que voilà, il y a énormément de cinéastes, de Juliette Cournot vous parlez de Dans la brume ou à plein d'autres qui essayent parfois avec succès, parfois avec moins de succès, d'aborder des chemins différents, quoi. Donc ça c'est, je trouve assez excitant et assez stimulant pour nous tous d'essayer de le faire le mieux possible, quoi. Je vais rebondir sur la question justement, puisqu'on parle d'un engouement pour le fantastique. Je me demandais, je m'adresse toujours à vous Pierre Guyard, est-ce que c'est plus facile du coup de produire ce genre de projet? Est-ce que c'est plus facile de trouver des financements où on sent quand même encore une résistance, le fait de par exemple de proposer un projet hybride, des choses comme ça, on sait que c'est parfois plus difficile de trouver des financements. Est-ce que vous sentez que ça se dégage et peut-être si dans la salle il y a des gens qui ont envie de réaliser ce genre de film, est-ce que vous avez plutôt un discours optimiste ou ça reste compliqué en France? Et peut-être Thomas, vous voulez répondre également. Mais... Ouais, il faut que Thomas réponde aussi, et puis même nos amis, parce que je pense que ça ne faut pas raisonner en termes de financement. Nous, quand on produit tous ensemble, là, on est tous
producteur de quelque chose qui n'existe pas et qui existe aujourd'hui. Donc c'est plutôt la question de savoir comment on met en œuvre toutes les compétences artistiques, techniques, et évidemment à un moment aussi financières, quoi. Il faut bien trouver des gens pour nous accompagner là-dedans, mais c'est plutôt savoir quel chemin on prend pour que le film soit à l'image, là, en l'occurrence de Thomas, que les artistes s'immergent dedans et qu'il ait du sens, quoi, en fait. Et donc, pour répondre à votre question, c'est pas plus facile, c'est difficile, mais pour le coup, c'est vraiment passionnant, quoi, de savoir avec quel maquilleur et prosthétique on va travailler, avec quel superviseur des VFX, comment on va faire travailler tout le monde ensemble. Ça, c'est des vraies questions de production, plus que de savoir où est-ce qu'on trouve l'argent. Ensuite, pour l'argent, oui, bon, bah, chaque projet a ses difficultés pour aller. Il y en a, là, par ici, il y a des gens du Studio Canal qui pourraient venir nous renseigner sur pourquoi ils ont fait cette folie, mais oui, c'est un peu plus difficile de produire un film dans lequel le scénario ne donne pas toutes les réponses, puisqu'effectivement, il y a une réponse formelle qui n'arrive que quand on a terminé le film, en fait. Alors qu'un film plus intime, vous avez déjà énormément d'éléments qui sont intégrés dans le scénario. Nous, c'est vrai qu'il y avait toute une part, toute une zone d'ombre qui a été assez difficile à expliquer, mais d'abord artistiquement et techniquement, et puis ensuite auprès des financiers. Donc ça nous a demandé du temps à Thomas, à moi et aux gens qui nous accompagnent pour essayer d'être à peu près clair sur ce qu'on voulait faire. Et honnêtement, on a quand même beaucoup menti à beaucoup d'étapes. On a beaucoup dit qu'on était sûr de ce qu'on allait faire, et puis en fait, c'est quand même en faisant qu'on trouve la bonne méthode. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais vraiment passionnant. Frédéric Lenné, Cyril Bonjean, j'avais des questions pour vous parce que j'aimerais savoir à quel moment vous intervenez. J'imagine que votre travail intervient très très en amont. Je voulais savoir voilà, le début de votre collaboration, parce que voilà, vous êtes vraiment, voilà, le mot collaboration, vous imaginez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? On a intervenu dès le début, à la première lecture du scénario, effectivement. C'était de savoir comment on allait faire toutes ces créatures. Et j'ai eu quelques soirs froides au début, à la première lecture du scénario, parce qu'il y avait vraiment des créatures très très compliquées à fabriquer. Et c'est vrai que Thomas voulait quand même avoir le maximum de choses sur le plateau, et avoir le maximum de choses sur les comédiens. Et non, c'était assez compliqué. Ouais. Moi, je vais joindre les deux questions, en fait. Parce qu'en fait, à ta question d'avant, est-ce que le film de genre va y en avoir de plus en plus ou pas? Moi, je suis pour. Nous, à NPC, on fait des VFX, et en fait, c'est déjà le cas. Si tu regardes dans les séries et dans les films, il y en a de plus en plus. Mais après, j'espère qu'il y a une vague européenne, en vrai. C'est qu'en France, il commence à en avoir, tu as déjà cité 2 films, mais si tu regardes en Norvège, tu as des films catastrophes, tu vois, il y avait La Vague, il y a plein de films, en fait, qui se montent un peu partout en Europe, qui sont dans ce domaine-là. Et je pense que le fait que ça marche sur les plateformes aussi, malgré tout, et en plus au cinéma, ça peut inciter les gens à dire finalement on peut le faire. Et nous en face, là où on doit répondre à ça, c'est aussi que le niveau des VFX en vrai en France, il est monté. On est plein à être revenu de pays étrangers ou autres, et en fait là vous venez de voir le film, je pense qu'en qualité, on n'a pas franchement à rougir non plus. Le film marche très bien, il y a un très bon compromis, on a très bien mixé les VFX et les VFX. Et je pense que quand nous, on saura répondre à ces questions, les réalisateurs comme Thomas ou les producteurs comme Pierre, ils auront aussi plus confiance, et les gens comme Studio Canal, et ils mettront plus d'argent pour se dire, ouais, ça marche, c'est pas le fondement de l'histoire, en tout cas, ça l'apporte aussi, et tant mieux. Et donc, sur le projet-là, quand est arrivé le scénario, au début, on s'est dit, c'est un sacré scénario. On s'est dit, il a peu de chances de vraiment exister en France. Mais finalement, il a existé, et du coup, on a tout fait pour essayer de le faire avancer et qu'il puisse vraiment exister, quoi. Donc ça passe par des dessins, comment ça, voilà, vous imaginez, parce que le scénario, c'est du texte, mais donc il y avait un storyboard, comment ça a pris forme? Alors déjà juste moi mon vécu du truc c'est que moi ce qui m'intéresse c'est les personnages. C'est les personnages, les rapports entre les personnages, l'émotion dans le film. Je pense que on pourrait se dire que ça pourrait exister cette histoire-là, cette histoire de ce père et de ce fils, sans les créatures et sans ce monde qui change, ça serait juste beaucoup moins fort. Je pense que là où moi j'ai été convaincu dès le départ par cette idée de mutation, c'est que la mutation elle permet d'aller beaucoup plus loin sur la question de qu'est-ce que ça veut dire changer pour Émile, de devenir adulte, de s'émanciper, de se transformer, de transgresser, de dire non à son père, de choisir ce qu'il veut être. Ça permet de raconter beaucoup plus fort ce que c'est que la transmission entre un père et un fils, l'évolution que c'est d'être l'enfant de quelqu'un, et l'évolution que c'est aussi en tant que père de regarder son enfant changer, parce que François évolue largement en tant qu'Émile pendant l'histoire.
Et ça permet de raconter beaucoup plus fort comment ce couple-là se positionne dans un monde qui bascule. On connaît tous, on sait tous ce que c'est. Aujourd'hui, un monde qui mute vite, qui bouge vite. Là, on le raconte en accéléré, d'une manière plus impactante. Et voilà, donc je crois que le genre, en tout cas, il sert à ça, il sert à mettre une loupe, à raconter plus fort des choses qu'on connaît tous et qui sont des questions universelles. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. En plus du fait du côté très ludique, d'avoir des scènes qui sont constituées d'images manquantes, parce que dans la vraie vie, on ne verra jamais des échassiers courir après quelqu'un dans un champ de maïs avec des oiseaux humains qui leur fauchent la vie. Donc ça, c'est intéressant, forcément, d'avoir à créer ces choses-là. Mais je reviens à la question que j'ai complètement oubliée. Les dessins. Donc, en gros, l'écriture du scénario, c'est 2 ans. Et les 6 derniers mois de cette écriture, en parallèle, je terminais l'écriture du scénario et j'ai commencé un travail de design avec un auteur de bande dessinée qui s'appelle Frédéric Peters. On a développé tout un bestiaire en partant du scénario, en s'autorisant absolument tout type de mutation, que ça démarre par le haut, par le bas, toutes les espèces animales possibles, donc des centaines de dessins. Il m'envoyait plusieurs planches par semaine avec plein de mutations possibles. De cette partie-là, on est passé à une deuxième phase de design dans laquelle on a fait plusieurs choses en parallèle. La première, c'est de confier des dessins à des dessinateurs qui sont plus techniques, qu'on appelle des character designers, qui travaillent généralement pour les jeux vidéo, ou pour la SF, etc. Donc il y a une approche hyper anatomique de comment on transforme un fémur humain en fémur de belette, par exemple. Donc ça permet d'avancer plus dans la voie du réalisme. En parallèle de ça, on avait commencé le casting, donc ce qui permettait de fournir des vrais corps. C'est-à-dire que quand on tombe sur Tom Mercier et qu'on se dit c'est lui qui va jouer l'oiseau, c'est plus facile pour le character designer de prendre des photos du corps de Tom et de le faire muter en rapace. Et le dernier truc qu'on faisait en parallèle de ça, c'est le storyboard, évidemment. Donc ça, c'est des dizaines et des dizaines, c'était même des milliers de pages de storyboard, c'était des bottins entiers, fait par Sylvain Després, qui est un grand storyboarder français, qui travaille avec Ridley Scott, avec plein de gens sur des grosses productions, etc., et qui est hyper talentueux, qui nous a permis de commencer à anticiper les mouvements, le cadrage, et de commencer à comprendre comment on allait saisir en mise en scène les créatures. Ça, c'est la partie design, au sens large. Une fois qu'on est sorti de ça, là, on va commencer à se réunir tous avec donc les MFX, les VFX, les SFX, le chef-op, la déco, etc., enfin tout le monde autour de la table pour essayer de voir comment on passe de ces designs à la réalité, à un tournage. Et donc on a essayé de comprendre tous ensemble les contraintes et les opportunités de chaque technologie. Et puis on a pris quelques décisions. La première, ça a été de toutes les hybrider, c'est-à-dire pas de choisir une technologie exclusive, mais de choisir toutes les technologies et d'en faire un cocktail pour chaque personnage, en fonction de ce qui nous intéressait, de ce qui marchait dans telle ou telle technique. Par exemple, voilà, le maquillage, c'est hyper bien en plan serré, sur les reflets, ça prend aussi toutes les expressions des acteurs, donc c'est hyper précieux. Les VFX, ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement en plan large. Voilà, on a essayé de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait, et on a décidé de mélanger toutes ces technologies-là, ce qui avait un intérêt aussi pour nous, parce que ça permet d'éviter que l'œil du spectateur repère le truc. S'il y a tout le temps la même technologie de plan à plan, au bout d'un moment on voit et on se dit ok, on comprend que tout est en VFX, on a l'impression que les personnages n'ont pas de regard ou qu'ils n'ont pas de poids, il y a un truc comme ça qui se fait. Donc là, c'est de mélanger tout ça, ça permettait d'éviter ça. Le deuxième truc qu'on a décidé, c'est de tout faire en décor réel, d'éviter les fonds verts, pas de studio, etc., pas d'acteurs avec des capteurs. Et le troisième truc, c'était de mettre l'acteur au centre du dispositif pour pouvoir avoir des interactions réelles et tout ça. Donc ça a été très progressif. Et là, ça, c'est des décisions qu'on prend 6 mois avant le tournage. Et ensuite, il y a toute la fabrication où on moule le corps des acteurs, on les refabrique en sculpture à l'atelier, on décide de comment on fait les mutations, on crée des prothèses, on les pose sur eux, etc., on fait des tests. Et on les scanne aussi en 3D pour pouvoir avoir des copies numériques. Parfois on plaque sur les images pour juste prolonger un bras sur un plan, etc. Donc c'est tout un mélange de choses. Et ce qui fait que la prépa de ce film, là où une prépa classique dure 2 à 4 mois, sur ce film-là, elle a duré 1 an et demi avant de se lancer sur le tournage. Et après au tournage, je dirais que c'est presque relativement simple parce qu'on applique les solutions qu'on a inventées avant. Et ce qui était vraiment vertigineux, c'était cette prépa où tout semblait possible et en même temps sur un chemin semé d'embûches, de contraintes hyper lourdes. Et voilà, mais ça se fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Soyez pas timide, profitez-en pour voilà, poser des questions techniques ou moins techniques à Monsieur Duris. Je propose. Bonsoir. Sinon, moi, ah oui, voilà une question. Bonsoir à tous. Je vous remercie aujourd'hui d'être là. J'avais une petite question à poser plutôt à l'équipe FX. Donc, moi-même, j'aime beaucoup créer des personnages, je dessine beaucoup. Je voulais savoir quel était le personnage qui a été le plus grand challenge pour vous, quel type de technique a été utilisé en premier pour les créer et les sculpter. Bah, je pense que le plus grand challenge c'était Fix quoi. C'est parler plus près du. Ouais, tu m'entends, ouais. Le plus grand challenge c'était l'homme oiseau Fix quoi, son Tom Mercier quoi, qui a été vraiment depuis le début, enfin dès le début du projet qui était un gros dossier parce que nous, en termes de maquillage, on pouvait pas fabriquer les ailes qui pouvaient se déplier complètement. On avait on avait tout le problème de poids aussi au niveau des bras. Et très tôt, en fait, on a décidé d'hybrider les deux techniques pour fabriquer les ailes. Quoi. Ouais, Fix c'est vraiment le personnage le plus complexe, je pense, enfin en tout cas que nous on a eu à traiter avec vous. Ouais. Parce que déjà quand tu as des personnages gélés, en général dans les films que tu connais, souvent les ailes elles sont dans le dos, rarement sur les bras eux-mêmes, on va dire un peu comical. Et là en plus Fix est souvent dévêtu. Donc c'est-à-dire que des contacts directs, en fait tu les vois tout le temps. Quoi. Et donc là on devait s'appuyer au maximum sur Tom qui joue superbement Fix, en fait, qui était très imprégné en plus. Et donc il fallait arriver à trouver en fonction des plans et grâce au storyboard en fait dans quel plan il allait être, soit que maquillage, soit maquillage et VFX, soit que VFX quand il vole par exemple, quand il compte sur un arme. Et c'est arrivé à combiner tout ça en fait et à les mettre en forme. C'est vraiment le personnage je pense le plus complexe. Parce qu'en fait même une aile à déplier en SFX et NFX, c'est quasi impossible en fait, c'est trop compliqué quoi. Enfin, ça ferait des moteurs partout, une aile de 20 kg on pourrait pas la tenir. Non, surtout c'est super fragile parce que le principe d'une aile avec toutes les plumes c'est que c'est super fragile. Et dans le scénario, tu avais plein de scènes où il tombait et tout. Je savais que moi, mes ailes, au deuxième jour de tournage, j'aurais plus d'ailes. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait absolument préserver tout ça aussi. Et en vrai, en VFX, c'est aussi une des choses les plus compliquées. Parce que si tu regardes un oiseau dans la rue, un pigeon ou autre, en fait, ce qui est super dur, c'est de faire l'aile. Quand il a l'aile dehors, c'est simple. Quand il a l'aile pliée, c'est simple. Mais faire que tu puisses passer de l'aile dépliée à l'aile pliée, ça, c'est super complexe. Parce qu'en fait, toutes les plumes, elles doivent super bien se ranger. Dieu, il a fait un boulot de malade, quoi. Et à copier, c'est hyper dur. Et donc là, quand on doit lui rajouter ses ailes, plus en plus des raccords de muscles sur son corps et des raccords aux prothèses, pour qu'à la fin on se dise que ça marche, c'est ça le plus dur. En tout cas sur ce projet. Après, dans les autres créatures, il y a Grenouille, mais parce que c'est une enfant. Ouais. C'est un des premiers tests qu'on a fait d'ailleurs sur un enfant comme ça de 8 ans. Poser des prothèses, effectivement, ça a été quand même un sacré challenge. Quoi. Ok, très bien. C'est vrai que j'avais aussi cette question par rapport à Grenouille. On voit bien lors des derniers plans, lorsqu'on voit l'espèce d'effet irisé sur sa peau quand on se rapproche d'elle, voir si ça avait été fait en maquillage par-dessus la prothèse silicone, une latex, vraiment au niveau de ces différentes techniques. Donc, vous avez déjà répondu à cette question. Ouais, Grenouille c'est pareil, c'est un mix aussi en fait. Ouais, parce qu'on on a fait Grenouille jusqu'à la taille en fait. Après, on a changé son corps. Ouais, quand tu vois son corps tout le temps, ça c'est sûr qu'elle est en CG, mais les autres fois c'est mix en fonction des plans, des champs, des contre-champs en fait. Ok, parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Levez la main bien haut. Ah, en haut, au milieu. On va me faire courir, désolé. Bonsoir, merci, j'ai trouvé ça super comme film, et surtout qu'il ressemble Tout petit à rien peu plus d'autre. en micro. Ah, c'est bon comme ça? Oui, je trouve que le film il ressemble vraiment à rien d'autre que j'ai vu avant, donc déjà pour moi c'est énorme. Et j'ai une question sur justement les choix artistiques sur les créatures. Il y en a qu'on identifie bien comme on comprend l'hybridation et d'autres vraiment pas. Enfin, pour ma part, je les ai pas comprises. Et je me demandais si c'était volontaire pour que justement ce soit un bestiaire ouvert ou si justement vous aviez l'idée derrière de l'hybridation, elle est bien présente, on sait de quel animal elle vient et c'est juste que je ne l'ai pas compris. Non, c'est normal. J'ai l'impression que plus on avance dans l'histoire, moins on est sûr de ce qu'on voit. Et c'était un peu le projet, quoi. C'est de se dire que vraiment, pour être honnête, au tout début du scénario, on se disait que ça allait être que les mutations, leur objectif final, enfin leur
destinée, c'était de ressembler à des animaux tels qu'on les connaît dans le monde réel. Et en fait, plus on avançait vers la réalisation du film, plus on s'est rendu compte que c'était un peu décevant, parce que ça suggérait comme l'idée d'un retour en arrière, on allait arriver vers un état qu'on connaît déjà. Et on trouvait ça plus intéressant d'ouvrir un nouvel horizon. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait donner des pistes au début du film, et plus on avance dans l'histoire, plus ça allait ouvrir vers des choses inconnues. Donc il y a des destinations animales qui sont plus ou moins claires, on comprend ce qui est mammifère, ce qui est reptile, ce qui est volatile, ce qui est arthropode, ce qui est mollusque, on comprend tout ça de manière assez claire. En revanche, arriver à se dire exactement quelle est l'espèce, quel est le... Et puis des fois, c'est un peu des medley, on a fait des mélanges, quoi. La mère d'Émile, c'est à moitié un ours, à moitié un paresseux, et puis c'est aussi l'actrice qui est dedans, en fait, hein, c'est son visage, donc quelque part, ça jouait aussi sur la morphologie de la créature, et en fait, on a essayé de suivre l'origine du concept, c'est-à-dire que avant tout, c'est des gens qui mutent, c'est des personnes qui se transforment en autre chose. Donc on a essayé de partir de ça, et de se laisser guider aussi par ça. Donc il y a des fois, ça donne des destinées un peu incertaines. Et puis effectivement, on a laissé ça ouvert. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a vraiment une créature qui est à un stade terminal? Je ne suis même pas sûr. Peut-être la mère, mais c'est même pas certain. Est-ce qu'elle va encore continuer à muter? Peut-être. Ok, merci. En tout cas, c'est déroutant, mais ça fonctionne. D'autres questions? En bas. 4e rang. Ici. Bonsoir. Ma petite question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de nous montrer un instant T sans nous expliquer d'où venait la source des mutations, de la métamorphose, puisqu'on a l'impression que c'est complètement arbitraire et que ça arrive sur le fils, on comprend bien pourquoi, mais par ailleurs on n'a pas l'impression non plus que les autres jeunes ont peur eux-mêmes de se transformer, enfin ça a l'air de se faire de manière assez naturelle, mais malgré tout complètement arbitraire. Et donc je voulais savoir pourquoi. La réponse est assez simple en fait, c'est que si on ouvre cette piste-là, d'essayer d'expliquer pourquoi, on ouvre aussi celle de demander comment on règle ce problème-là. Et là, on retombe, j'ai l'impression, dans des films qu'on a vus 1000 fois, qui courent sans arrêt après leur concept, où on voit une première créature, c'est la panique, et il faut essayer de comprendre, retrouver le patient zéro, trouver un remède. Moi, je trouve que c'est vraiment comme ça que en tout cas, c'est le cinéma de genre qui m'intéresse moins, où on se fait un peu écraser par son dispositif. Tout finit par ne parler que d'une chose, c'est des créatures, de l'anomalie, puis il faut enrayer l'anomalie. Et je trouvais que justement, ce qui était intéressant là, c'est qu'on trouble une frontière, mais une frontière qu'on a posée nous-mêmes. On dit, c'est une frontière qui a été posée par l'homme, siècle après siècle, de dire ok, il y a nous, les humains, et puis le reste qui est différent. Et puis cette frontière, on la trouble progressivement, on la fait disparaître, et ça pose d'autres questions qui me semblent un peu plus intéressantes que celles-là, qui sont à partir de quand on est plus semblable de l'autre, à partir de quand on devient différent, pourquoi on est rejeté, pourquoi on doit accepter, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble, c'est quoi la différence, etc. Et j'avais l'impression que accueillir ces questions-là dans le film, avec aussi cette surface de l'histoire où un personnage peut tomber amoureux, où on a le temps de rentrer dans le détail, une relation entre un père et un fils, d'avoir un peu le temps, et pas être sans arrêt dans la course au concept. C'était quelque chose qui libérait le film, plutôt que de l'enfermer dans la partie la plus ténue du genre, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et de voir comment cette société s'organise, voilà, je trouvais ça quelque part plus ouvert, et peut-être que ça nous parle davantage du monde d'aujourd'hui que de se demander juste comment elle enraye le truc, comment elle le casse. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question de Monsieur Duris, pour le coup.
partie dans la blague. On a parlé de Paul qui a travaillé beaucoup ce jeu d'acting sur la partie animale. À quel moment vous avez travaillé aussi cette partie-là? Est-ce que c'était un travail que vous avez fait sur votre partie animale à vous aussi dans le film? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez voulu explorer? Et l'autre partie de la question, c'est aussi comment on réagit justement face à un acteur qui se transforme en animal, comment on gère ça aussi en tant qu'acteur dans le film, dans la vie réelle. Enfin, voilà. Moi, j'étais pas animal, hein. J'avais très envie de l'être. J'avoue, pendant tout le film, je les observais, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dans leur monde. Mais il en a décidé autrement, je reste humain. Et donc, pour répondre à votre question, oui, j'ai participé à des séances parce que Paul, donc, comme on l'a dit, avait pris des cours, enfin, d'essayer de trouver physiquement un rapport à l'animalité qu'il a en lui, comment il pouvait vivre un peu, se transformer, bref. Donc j'ai participé à ça, voir comment je pouvais aussi interagir avec un Paul Émile, un peu plus transformé, plus vers la fin du film, et comment un dialogue pouvait s'instaurer d'un père qui aurait suivi son fils et qui aurait un peu alterné la façon de lui parler, un dialogue avec lui en tout cas. Mais j'ai pas voulu aller trop loin dans ce processus parce que je voulais garder une part même plus qu'une part, je voulais vraiment garder une spontanéité, un instinct et puis un rapport vrai avec lui. Donc franchement, moi je reste complètement humain, hein, donc moi encore une fois, je le redis, j'ai essayé d'aimer jusqu'au bout, et pas chercher des choses trop techniques, trop réfléchies, quoi. J'ai voulu vraiment l'observer jusqu'à la fin. Qu'il n'y ait pas une barrière technique ou chorégraphique. Voilà. C'est déjà la fin de cet échange. Merci à vous pour votre présence, merci à Studio Canal, merci au public.